Il était le bras droit de Jeanne d'Arc et le noble le plus riche et le plus puissant d'Anjou. Il était un héros de guerre, le maréchal de France. Mais il a aussi été décrit comme le tueur en série le plus horrifique de l'histoire française, un homme qui a inspiré le conte macabre de Barbe Bleue. Dans cette vidéo, nous allons examiner Gilles Doré, l'homme qui aurait vendu son âme au diable et qui a finalement payé le prix ultime. Bienvenue à la folie médiévale. La famille Gilles de Montmorency-Laval est née en 1404 à Machecoul, dans la région de Reyès en Anjou. On sait peu de choses sur ses parents, mais sa naissance a été bien accueillie et de nombreux nobles des environs ont été invités à son baptême à l'église du village. De Retz était un garçon doué et issu d'une famille très riche, qui n'a pas lésiné sur les dépenses pour son éducation. Il était un élève enthousiaste et est devenu couramment latin. Il a lu et illustré des manuscrits enluminés, devenant plus tard un grand mécène des arts. Il s'intéressait beaucoup aux exigences de l'entraînement physique et aux stratégies militaires. Malheureusement, son père Guy de Laval a été tué dans un accident de chasse avec un sanglier lorsque de Retz n'avait que 10 ans. Après le décès de sa mère, Marie de Crayon, quelques mois plus tard, Gilles, maintenant âgé de 11 ans, et son frère cadet René deviennent les pupilles de leur grand-père maternel, Jean de Crayon. De Crayon était un homme sans principe, ambitieux et avide, aux mœurs douteuses, qui voyait dans son adoption des enfants un moyen d'accroître sa richesse personnelle. Il a essayé de marier le jeune Doré, âgé de 13 ans, à une orpheline très riche de Normandie, mais comme elle n'avait que 4 ans, le plan a échoué. Finalement, il s'est marié en 1420 à l'âge de 16 ans avec l'héritière Catherine de Thore de Bretagne. Cela a rendu Gilles de Retz et son grand-père incroyablement riches, et on disait que de Retz tenait une cour plus somptueuse que le roi de France lui-même. La guerre. La famille de Retz était une noble famille française, et en tant que telle, ils avaient le devoir de protéger le royaume des attaques et de soutenir leur roi. La guerre de 100 ans avec l'Angleterre faisait rage depuis 1337, les deux pays se battant pour la revendication du trône français. De Retz s'est retrouvé pris dans le conflit lorsque sa nouvelle maison de Bretagne est devenue un territoire contesté. En 1427, de Retz est allé à la guerre pour la première fois. Impulsif mais passionné au combat, il était un combattant compétent et intrépide. Il était tellement bien considéré par le dauphin Charles VII qu'on lui a demandé de veiller sur Jeanne d'Arc pendant la bataille lorsqu'elle est arrivée sur la scène en 1429. Ils ont combattu ensemble plusieurs fois, notamment lors de la libération de la ville d'Orléans des Anglais. Par la suite, Charles a fait de Retz maréchal de France alors qu'il n'avait que 24 ans, une distinction militaire qui n'est accordée que pour des réalisations exceptionnelles, citation pour ses services louables et ses nombreux exploits courageux. Jeanne et de Retz étaient ensemble pour voir leur dauphin bien-aimé couronné roi Charles VII de France à la cathédrale de Reims. Mais Jeanne a été capturée par les Anglais et brûlée à mort à Rouen en 1341. De Retz, désormais plus libre pour ses domaines, s'est fait connaître par son extravagance. Dépensant sans compter, il a dilapidé d'énormes sommes en serviteurs, arts, tapisseries, livres et meubles. Il n'était pas non plus opposé à vendre des terres familiales lorsqu'il avait besoin de renflouer sa richesse personnelle, au grand dégoût de son grand-père. En fait, lorsque Jean de Crayon est décédé, il a laissé son épée et son plastron au frère de Retz, René, en signe de mécontentement. Mais la mort de son grand-père signifiait seulement que de Retz était libre de dépenser l'une des plus grandes fortunes personnelles de France. Incontestablement le bazar. Semblant préoccupé par sa propre rédemption, de Retz se tourna vers la religion et finança la construction de sa propre chapelle personnelle pour le salut de son âme. Il y officiait des prières et célébrait la messe dans des robes élaborées qu'il avait conçues lui-même. Il l'appelait la chapelle des saints innocents et la remplissait d'un chœur de jeunes garçons, tous choisis personnellement par de Retz. Puis il a produit le mystère du siège d'Orléans, un spectacle théâtral extravagant avec au moins 150 acteurs et 500 autres membres de l'équipe. Environ 600 costumes ont été fabriqués puis jetés, après n'avoir été utilisés qu'une seule fois, avant que de nouveaux ne soient conçus pour les représentations futures. Personne ne lui a dit que la mode rapide est mauvaise. De Retz a même payé des gens pour venir voir sa pièce et a fourni une quantité illimitée de nourriture et de boissons pour tous.
L'ensemble de l'événement l'a presque ruiné et il a vendu beaucoup de bijoux de sa femme et d'autres propriétés pour récupérer ses pertes. Sa famille a sollicité le pape Eugène IV ainsi que le roi de France lui-même pour essayer de l'empêcher de vendre davantage. Bien que le pape ait refusé de s'impliquer dans l'affaire, un décret royal lui interdisait de vendre davantage de biens de la famille. L'occulte. Et c'est à ce moment que sa vie a pris un tournant plus sombre. Son attention s'est tournée vers l'alchimie et l'occultisme comme moyen de l'aider à sauver ses finances rapidement défaillantes. Il a employé les connaissances d'une série de sorciers et d'alchimistes. Deux hommes particulièrement sinistres avec lesquels de Reis s'est impliqué en 1438 étaient le prêtre Eustache Blanchet et le clerc italien Francesco Prelati, qui étaient supposément capables d'invoquer des démons. Dans son château à Tiforges, des tentatives ont été faites pour invoquer un démon nommé Baron, afin que de Reis puisse signer un contrat avec l'esprit maléfique dans l'espoir qu'il restaurerait sa richesse et sa réputation par des moyens occultes. Prelati a insisté sur la nécessité des parties du corps de l'enfant sacrifié après l'échec de 3 tentatives d'invocation d'un démon. Bien que de Reis ait fourni ceux-ci dans un récipient en verre, la magie noire n'a pas fonctionné, et il s'est retrouvé en colère et encore plus pauvre. Les meurtres. Alors, Jill a-t-elle soudainement trouvé des morceaux d'un enfant mort qui traînait? Ou y avait-il quelque chose de encore plus perturbant qui se passait au château? Il semble que des enfants aient disparu dans toutes les régions autour des résidences des Durays pendant des années. On prétend qu'après le printemps de 1432, chacune des propriétés de Durès disposait de salles de plaisir où lui et ses compagnons s'abandonnaient à leurs indulgences sexuelles, et malheureusement, les disparitions de jeunes garçons étaient liées à ces activités. Le premier cas était celui d'un garçon nommé Judon, qui était originaire de Machecoul. Il a été engagé pour apporter un message au château par 2 des cousins de Durès. On a pensé que Judon avait été kidnappé par des voleurs quand il n'est pas rentré à la maison. Beaucoup d'enfants sont entrés dans le château de Machecoul et n'en sont jamais sortis, attirés là-bas par des promesses de nourriture ou d'autres distractions. On disait qu'une fois à l'intérieur du château, l'enfant enlevé serait gâté et habillé de vêtements coûteux. De Reis et ses complices auraient participé à un repas copieux avec beaucoup d'alcool avant d'emmener le jeune dans sa chambre spéciale. Une fois là-bas, comme l'a plus tard témoigné le garde du corps de Reis, son maître pendait les garçons avec des cordes avant que les abus et la torture n'aient lieu, suivis d'un meurtre par décapitation puis démembrèrent. Les serviteurs se débarrassaient ensuite des morceaux disséqués en les brûlant dans les cheminées du château. On dit qu'il y avait entre 80 et 200 victimes âgées de 7 à 20 ans, mais le nombre réel est inconnu car la plupart des corps ont été enterrés ou brûlés. Il était assez courant au Moyen Âge que de jeunes garçons soient pris en charge par des nobles en tant que pages ou serviteurs. Ainsi, beaucoup de familles de ces garçons auraient tout simplement ignoré la mort de leur enfant. Néanmoins, dans beaucoup de régions, les goûts malsains de Reis étaient évoqués. On disait souvent aux familles des victimes que les Anglais avaient pris leurs enfants, et en raison de leur bas statut social, elles avaient trop peur pour s'exprimer. Le procès. Malgré les rumeurs, De Retz n'a pas été arrêté avant 1440 lorsque ces hommes ont kidnappé un clerc après un différend sans rapport. Une enquête a été lancée et l'Église a découvert des preuves des meurtres d'enfants. De Retz a été jugé pour des infractions telles que la sodomie, l'hérésie et le meurtre par les tribunaux civils et ecclésiastiques. Ses serviteurs ont avoué avoir enlevé des garçons pour qu'ils les agressent et les tuent. 2 prêtres français ont témoigné qu'il était obsédé par l'occultisme et utilisait les membres des enfants dans ses rituels d'art sombre. De Retz a d'abord clamé son innocence, mais a été menacé de torture et d'excommunication. Il semble que De Retz était très religieux, et se croyant en danger de passer l'éternité dans les flammes de l'enfer, il a avoué toutes ces offenses répugnantes qui ont duré plus d'1 décennie. Le tribunal civil l'a reconnu coupable de meurtre, l'Église d'hérésie, et il a été condamné à mort. Il a été pendu puis brûlé le 26 octobre 1440 avec 2 de ses complices à Nantes. Parce que De Retz avait avoué et montré du remords, il a été escorté jusqu'au lieu de son exécution par l'évêque et la foule a chanté des prières pour son âme. Bizarrement, cela signifiait également qu'un jeûne de 3 jours a été suivi par le peuple de Nantes après sa mort car il était considéré comme un modèle de pénitence chrétienne. Ironiquement, à l'anniversaire de son exécution, les parents de Nantes commémoraient le salut de Retz en fouettant leurs enfants.
la vérité. Gilles de Rais aurait toujours eu une place dans l'histoire médiévale en raison de sa grande carrière militaire et de son lien avec Jeanne d'Arc. Aujourd'hui cependant, ses réalisations ont été éclipsées par sa vie secrète en tant que l'un des premiers tueurs en série enregistrés et auteur de centaines de meurtres d'enfants atroces. Mais y a-t-il plus à cette histoire que ce que l'on voit à première vue? Il existe une autre version de l'histoire qui prétend que de Rais était en réalité innocent et qu'il a été piégé par les autorités. Il possédait des biens et des terres qui intéressaient le duc de Bretagne et l'évêque de Nantes. Sa confession a été obtenue sous menace de torture et il semble qu'il était ouvertement homosexuel malgré son mariage. Admettons-le, il ne serait pas le premier Européen non conventionnel à perdre son pouvoir et sa richesse face à des rivaux jaloux. Observez juste les Templiers et Élisabeth Báthory. Le conte populaire français Barbe Bleue, publié pour la première fois à la fin du XVIIe siècle sur un homme qui assassine régulièrement ses épouses, est censé être basé librement sur la vie de Gilles de Rais. Merci d'avoir regardé cet épisode de Folie médiévale, j'espère que vous l'avez apprécié et veuillez vous abonner pour rester à jour avec la chaîne. Santé!